Tous et à toutes et bienvenue dans ce journal, toute dernière livraison du journal de ce lundi. Et ce journal s'ouvre à partir de Washington qui accueille le mercredi prochain le sommet États-Unis-Afrique. Plus de 40 dirigeants africains sont invités à cette rencontre de 3 jours. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo fait partie des invités au cours de son séjour américain. Le chef de l'État aura plusieurs rencontres en bilatéral. Félix Tshisekedi devra aussi renforcer le plaidoyer afin d'obtenir des sanctions contre le Rwanda. Devant le Congrès, le chef de l'État a fustigé le mutisme de la communauté internationale face à l'agression rwandaise. C'est à suivre. Donc, je disais que le chef de l'État est arrivé hier à Washington. Et je vous propose à présent de suivre cet extrait de discours du chef de l'État sur l'état de la nation dans son volet élection et sécurité. Et vous vous souviendrez, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fustigé l'émitisme de la communauté internationale face à l'agression rwandaise. En voici un extrait. Il n'est un secret pour personne que l'Est de notre pays est, depuis des décennies, le théâtre de plusieurs conflits armés attisés par des forces négatives, entraînant des violences insoutenables sous toutes les formes, ainsi que le pillage systématique de nos ressources naturelles dans l'indifférence quasi totale de la communauté internationale. L'année 2022 a été le témoin de la résurgence des velléités expansionnistes du Rwanda sous couvert du M23. Face à cette agression, deux options étaient retenues, à savoir la résolution du conflit par la voie du dialogue ou, en cas d'échec, la riposte à la menace par l'action coordonnée de nos forces de défense et de sécurité. Un effort considérable avait été fourni sous l'impulsion des chefs d'État des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est dans le cadre du sommet organisé à Nairobi le 20 juin 2022. À l'issue du dit sommet, il a été signé d'abord aux groupes armés locaux la cessation immédiate des hostilités les engageant. Ensuite, aux groupes armés étrangers, leur départ du territoire national. Et enfin, spécifiquement au M23, le retrait de ces troupes des territoires qu'il occupe. Par ailleurs, une force régionale composée de troupes des États membres de la communauté d'Afrique de l'Est se déploierait dans la zone de conflit et procéderait au désarmement des groupes armés locaux et étrangers réfractaires. Je me dois de vous confirmer que les premiers contingents de cette force régionale ont foulé le sol congolais. Je suis donc heureux et confiant d'affirmer ce jour que l'année 2023 sera essentiellement électorale avec l'organisation de scrutins multiples et à tous les niveaux sur la base du calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante le 26 novembre 2022. Selon le calendrier, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs vont débuter ce 24 décembre dans la première des 3 aires opérationnelles et se poursuivront à travers le territoire national. Par ailleurs, le même calendrier établit la perspective de l'organisation des élections locales en République démocratique du Congo pour la toute première fois depuis son histoire.
Primera Gold d'IRC et Primera Metal d'IRC, deux entreprises des Émirats Arabes Unis qui vont désormais accompagner la République démocratique du Congo dans la lutte contre la contrebande dans les secteurs miniers et l'exploitation artisanale de l'or. La signature du protocole d'accord entre Nicolas Kazadi et Angel Adel Kanina, ministre de Finances et de Portefeuille, avec le partenaire, a eu lieu devant le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kenge Pati Tondouango Marcel Moubengi. Bienvenue Loussala. La République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis scellent un mariage des raisons. Les deux pays se serrent désormais les coudes pour lutter contre la fraude minière dans l'exploitation artisanale relative aux minerais d'étroité et aurifères. La signature du contrat de partenariat entre ces deux parties s'est passée devant le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kenge qui en a assuré la supervision. Ces partenariats portent sur la création des Primera Gold d'IRC pour les secteurs aurifères et des Primera Metal pour l'artisanat d'étroité, c'est-à-dire l'étain, les tungstènes et les tantales. Cette union vise à décourager la contrebande dans ces deux filières minières. Les parties s'engagent ainsi à assainir les deux branches minières artisanales d'or et d'étroité. Et c'est pour redorer l'image des marques de ces deux filières minières qui souffrent de la fraude et de la contrebande et d'exploitation irrégulière dans l'Est de la République démocratique du Congo en proie à la question étrangère. De cet accord, nous allons être en mesure finalement de redonner l'image que la RDC et Abu Dhabi ont perdu de par la fraude et l'exploitation illicite de l'or à l'est du Congo. Ces deux jointes ventures consacrent la mise en place d'une chaîne de la traçabilité de l'or artisanal pour la société Primera Gold, de la société Primera Metal d'IRC et la société Primera Metal d'IRC s'occupera plutôt de la traçabilité des 3T à des fins d'une chaîne de valeur ajoutée à travers la transformation locale. Cette étape constitue l'aboutissement heureux des discussions pendant une année des travaux de négociation après l'impulsion donnée par les chefs d'État de la République démocratique du Congo et des Émirats arabes unis à Abu Dhabi, lesquels ont été matérialisés par les premiers ministres et la délégation sœur des Émirats arabes unis. Actuellement, ça va avoir un impact sur la vie de plus ou moins 26 000 miniers. Ils vont créer une chaîne de valeur ajoutée. Il y a aussi la traçabilité, la chaîne de valeur ajoutée. La cérémonie a été rehaussée de la présence des ministres des Finances Nicolas Kazadi et de Portefeuille Adel Kanina. Autre chose, les femmes professeurs d'université sont préoccupées par la qualité des activités académiques et les bons fonctionnements de leur structure. Le cercle Sophie Kanza, elles ont organisé une rencontre à Biboua, en Tsélé, pour échanger sur la question. À améliorer et accroître la qualité des activités au sein du Cercle Sophie Kanza, une association qui regroupe les femmes professeurs d'université, et revoir les stratégies sur le fonctionnement de cette association. C'est le souci exprimé par le membre de cette structure lors de l'atelier de 2 jours organisé samedi et dimanche dernier à Biboua, dans la commune de Lancélé. 30 membres constituaient ce regroupement à sa création le 30 avril 2010. Aujourd'hui, on compte plus de 230 membres. Toutes les professeurs répertoriés sur toute l'étendue du territoire national. La professeure Berthe Nzinga, présidente de cette association dénommée Cercle Sophie Kanza, explique la quintessence de cette réunion. Nous avons tenu à nous réunir aujourd'hui parce que nous devons changer un peu de stratégie. Nous étions moins de 30, nous sommes 232 maintenant, répartis sur le territoire. Comment est-ce que nous devons fonctionner ? Dès le départ, nos objectifs ont toujours été que toutes les femmes professeurs soient rassemblées, quelle que soit la religion, quelle que soit la race, quel que soit que vous soyez dans une institution publique ou dans une institution privée. Nous réunir pour former, nous rassembler pour former un lobbying. Et ce lobbying va permettre de faire changer les choses, c'est-à-dire d'abord contribuer au savoir scientifique des femmes, mais surtout aider à renforcer le capital féminin au niveau de l'enseignement supérieur. Nous sommes très peu nombreuses. Comment est-ce que nous pouvons augmenter ce capital? Les recommandations formulées à l'issue de ces assises apporteront à coup sûr une influence pour un changement positif dans les activités académiques à l'université, mais aussi pour le développement de la nation
ont soutenu les participants. Et le programme de développement de 145 territoires se poursuit à travers le province dont les Kasaï centrales. Les travaux des constructions des écoles et centres de santé évoluent normalement. Une affirmation d'une délégation gouvernementale accompagnée du bureau central des coordinations qui vient de séjourner dans ces parties du pays. À travers cette mission, les chefs d'antenne BSECO Kasaï centrale, les ministres provinciaux des infrastructures, les présidents de la commission permanente des infrastructures à l'Assemblée provinciale et leurs délégués se sont déployés dans les territoires de Dimbélengé, Luisaï Kazumba. Objectif, c'est rendre compte du déroulement de ces travaux et palper du doigt des éventuels défis à relever. Dans tous les chantiers visités où se construisent des écoles primaires à 6 salles de classe, un bâtiment administratif, une salle polyvalente, des centres de santé avec hall de causerie et des ouvrages connexes, c'est un sentiment de satisfaction qu'éprouvent les membres de cette délégation. Jean-François Malangou, chef d'antenne BSECO Kasaï centrale. Ce que nous avons observé, c'est qu'il y a eu beaucoup de volonté de la part des agences locales d'exécution. Certains sont à jour avec leur programme et leur calendrier de démarrage des travaux, et d'autres sont peut-être victimes un peu des conditions climatiques et de l'accessibilité difficile sur le site. Mais en général, nous avons un constat de satisfaction. Une évolution remarquable des travaux, salué également par Willy Wichié, ministre provincial des infrastructures. Je suis très satisfait du fait que j'ai trouvé que partout dans tous les sites, les travaux ont commencé, sauf le site de Kalomba. PDL 145 territoires, l'ambitieux programme du chef de l'État Félix Tshisekedi, jugé salutaire par les bénéficiaires, car de cet enseignant de l'épée Zombo dans les territoires de l'USA, qui a hâte d'oublier les conditions précaires des fonctionnements actuels. Quelle solution pour le développement cette fois-là de la province du Sonkour, une province qui peine encore à décoller? Eh bien, le nouveau secrétaire général aux finances a réuni les ressortissants de cette province juste après sa nomination pour échanger sur la question. Serge Merlemata nous en dit un peu plus. Fonctionnement actuel. Il a été question au cours de cet événement d'officialiser sa fonction de représentant la province du Sankourou au sein du secrétariat général au ministère des Finances et des ministères sur les désenclavements de celle-ci. Agents et cadres des administrations des finances et des budgets ont pris part à cette activité. Lors de sa prise de parole, le nouveau secrétaire général au ministère des Finances, Mania Onakodou Aléchou Jean-Gaston, a lancé un appel à l'unité et à la cohésion sociale de tous les ressortissants du Sankourou afin de réussir le développement territorial de leurs provinces respectives. Je suis très content de me trouver au milieu de miens. J'ai eu parmi des amis avec lesquels on a étudié depuis l'école primaire et à l'école secondaire, des amis avec lesquels on a commencé la fonction publique, qui m'ont vu gravir tous les différents échelons, qui m'ont vu aussi aboutir, arriver à ce niveau de secrétaire général aux finances. Non seulement content, mais je suis très fier d'eux parce qu'ils m'ont soutenu chacun dans tout ce qu'il pouvait faire. À l'issue de cette rencontre, une messe d'action de grâce en l'honneur du nouveau secrétaire général au ministère des Finances a été organisée. Direction la province du Bazoélé pour parler de la double cérémonie à l'Institut supérieur de commerce lycée Bouta. Il s'agit de la collation des grades et la clôture de l'année académique 2021-2022. Au cours de la double cérémonie, l'Institut supérieur des commerces en sigle ISC Bouta lance sur le marché de l'emploi ses prémices au nombre de 30 lauréats dont 16 licenciés. Dans son discours de politique générale, le directeur général de l'ISC Bouta, le professeur Jean-Pierre Lifoli Baléa, fait savoir que cette institution dote la province du Bazoélé des gradués et des licenciés en sciences commerciales et informatique de gestion. En ce jour de gloire pour la province du Bazoélé, l'ISC Bouta lance un seul message au gouvernement de la République en ces termes. La communauté a créé, l'institution grandit et elle prouve aujourd'hui sa maturité. Il appartient désormais à l'État de faire sa part des choses. Quant à eux, les lauréats n'ont pas manqué de mots pour remercier le chef de l'État pour la réforme du système LMD. Cette journée qui reste pour nous inoubliable et qui n'est pas comme les autres, une journée à laquelle nous repenserons à jamais avec nostalgie.
Conviendra de rappeler que l'IEC Bouta, établissement privé, a démarré ses activités au chef-lieu de la province d'Ibajolé en 2017 avec comme initiateur M. Bouliata Goto Jean-Luc. Enfin, le professeur Jean-Robert Nzambobiti, qui préside pour la première fois la dite cérémonie en qualité de gouverneur des provinces, exhorte les lauréats à appliquer les notions apprises dans la vie professionnelle et à devenir des créateurs d'emplois. Ne faites pas comme beaucoup d'autres jeunes. À la fin ici, n'allez pas seulement créer des groupes WhatsApp, créer des entreprises. Et les entreprises commencent par des petites initiatives à la maison. N'attendez pas qu'on vous trouve de l'emploi. L'Institut supérieur des commerces de Bouta, qui est parmi les grandes institutions financières de notre pays, vient ici de vous remettre la clé. C'est par ces mots que je déclare close l'année académique 2021-2022. On va parler santé à présent avec cette rencontre des administrateurs gestionnaires des hôpitaux, rencontre au cours de laquelle ils ont évoqué la bonne gestion justement de ce centre de santé. Suivez. C'est pour la bonne marche des gestions administratives des structures hospitalières que s'est tenue la réunion du comité provincial des administrateurs gestionnaires des institutions de santé. L'idéal, c'est de conscientiser ces gestionnaires des hôpitaux et centres de santé à jouer réellement et pleinement leur rôle en vue d'un meilleur rendement des structures sanitaires. Tous ensemble autour d'une même vision des redynamisations de leur plateforme pour la restauration du leadership de l'AG sur le lieu du travail. Au cours de cette rencontre, les administrateurs gestionnaires des institutions de santé ont également échangé sur l'analyse et la consolidation du plan d'action opérationnel pour l'exercice 2023. Le président provincial des administrateurs gestionnaires des institutions de santé de la ville de Kinshasa, Étienne Mbono Mafuta, circonscrit l'événement. Pour se mettre les AG ensemble, garder l'unité des administrateurs et leur donner l'actuelle vision pour pouvoir nous permettre à bien les encadrer au sein de cette association. Les AG doivent être unis, doivent travailler, doivent être compétitifs sur le terrain, doivent avoir la bonne gouvernance dans la gestion de l'affaire publique de l'État. Nous devons éviter la médiocrité. Cela va nous permettre à atteindre les objectifs qui nous sont assignés. Au total, 14 comités provinciaux des administrateurs gestionnaires de la ville de Kinshasa ont pris part à cette rencontre, notamment l'hôpital général des références de Kinshasa, de Maluku, la clinique Ngalima, l'hôpital général des références de Makala, ex-sanatorium, l'ISTEM Kinshasa, pour ne citer que ceux-là. Et pendant ces temps, le Conseil national de l'ordre de médecins a tenu son congrès élargi sous la direction du président de l'ordre. Toutes les représentations de 26 provinces étaient présentes et des recommandations ont été formulées. Redépenda. 63 de la nouvelle disposition du règlement intérieur de l'ordre des médecins. Une session de 2 jours vient d'être tenue du 6 au 7 décembre 2022 à Caritas dans la commune de la Gombe, où tous les représentants des 26 provinces ont pris part. Ces assises ont coïncidé avec l'an 1 du mandat du nouveau bureau national qui a débuté le 1er janvier 2022 et prendra fin le 31 décembre 2026. Quelle est la quintessence et la motivation de cette session? La réponse avec le docteur Ntsadi Berthier, président national de l'ordre des médecins. C'est une première et cette session s'est appesantée sur le bilan des activités de l'année 1 de ce mandat qui a commencé le 1er janvier 2022 et qui va aller jusqu'au 31 décembre 2026. Donc le Conseil national a tenu ses premiers travaux et chaque conseil provincial a présenté le bilan de ses activités selon le canevas édicté et durant ce conseil, le Conseil national a aussi tenu des conseils en interne et un certain nombre de décisions ont été prises. Le Conseil national continue à évoluer vers l'uniformisation du fonctionnement des conseils à l'échelle nationale, c'est-à-dire des conseils provinciaux. Il faut noter qu'il sera aussi question au cours de ces travaux de discuter sur la réhabilitation de certaines universités ayant répondu aux normes et devenues viables pour organiser les enseignements de la médecine.
Les organisations de la société civile, environnement, membres du gouvernement, membres plutôt du groupe de travail climat RED rénové déplorent la non prise en compte des amendements de société civile lors de la validation de projets de loi portant régime de biens fonciers et mobiliers ainsi que le régime de sécurité en RDC et sous examen à l'Assemblée nationale. Suivez. Engagés dans la réforme foncière, dans le projet de loi portant régime général de biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté sous examen à l'Assemblée nationale. Un processus participatif dont le document projet de loi a été validé au niveau du comité de pilotage de la Commission nationale de la réforme foncière et CONAREF. 25 novembre 2022 à l'issue des travaux de consultation de toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, la société civile environnementale du groupe de travail climat RED rénové et peuples autochtones pygmées recommande la prise en compte de la première version consensuelle du projet de loi validé. La société civile environnementale recommande ce qui suit. Ouvrir les discussions relative au projet de loi sus-mentionné avec les acteurs de la société civile environnementale. Veiller à ce que le principe de sécurisation de droit à la tenue foncière des peuples autochtones pygmées et des communautés locales ainsi que des groupes vulnérables ne soit dénaturé. Le représentant des communautés plaide pour la mise en place des mécanismes de suivi de la réforme foncière jusqu'à la promulgation de la loi par le président de la République. À Kalemi, dans la province du Tanganyika, le gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma a assisté à la cérémonie d'installation officielle des évêques de la communauté des églises de réveil du Congo pour la province ecclésiastique de son entité de Kalemi. Mathias Makolovera. La salle de fête de Yvonne Hotel ce dimanche 11 décembre 2022, le décor est déjà planté. C'est ici où a eu lieu la cérémonie de la présentation officielle des évêques institutionnels pour l'église de réveil au Congo, province du Tanganyika. Autorité politico-administrative dont la gouverneure de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa Mwayuma, les membres du gouvernement provincial, les représentants de plusieurs églises et plusieurs autres invités ont été conviés à cette cérémonie ecclésiastique. Prenant la parole, l'évêque coordonnateur de la région ecclésiastique du Grand Katanga basé à Lubumbashi a d'abord présenté l'église du réveil au Congo ERC. La mission de l'église, d'après l'évêque régional Émile Palange Ernesto, est d'abord apostolique, interlocutrice attitrée des instances institutionnelles. Les évêques Lwambabea Daniel et Nyembonkuba Jean-Louis, présentés officiellement ce jour sous les salves d'applaudissements, ont été installés depuis 2 mois à Lubumbashi. L'autre cérémonie de ce jour était l'installation officielle du comité de coordination provinciale de la province ecclésiastique du Tanganyika, chapeauté par l'évêque principal Lwambabea Daniel. La gouverneure de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa Mwayuma, invitée des marques, a appelé les évêques. J'ai demandé à 2 évêques de faire preuve de leur capacité spirituelle pour amener le cadre dans la province. Les évêques errés promus et les hommes de Dieu autour du drapeau de la République démocratique du Congo ont prié pour le retour de la paix, surtout dans la partie est du pays. La remise des cadeaux aux évêques promus ainsi que le repas copié servi aux convives ont clôturé la cérémonie de ce jour. Et dans la province du Haut-Katanga, plusieurs projets bénéficient déjà de l'appui du Fonds de promotion de l'industrie et d'autres encore sont en examen à la tête d'une importante délégation conjointe du FPI, ministère de l'Industrie. Dakar Moudimou, directeur général du FPI, a visité quelques projets suivis. C'est aux premières heures de la journée du vendredi 9 décembre que le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Moudimou Tshisekedi, qui accompagnait les représentants du ministre de tutelle et quelques agents de son établissement, est arrivé dans le locaux de la société MES. Après un échange de vues entre toutes les parties sur l'évolution des projets financés par les FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi est revenu sur l'objet de sa mission. Nous sommes venus ici sur instruction du ministre de l'Industrie pour examiner les différents projets d'investissement qui doivent être financés par les FPI. Vous savez que les FPI est un instrument entre les mains du gouvernement
pour accompagner ce gouvernement dans la réalisation de la transformation de l'industrie congolaise. Du côté de la société MES, les dirigeants sont satisfaits totalement sur l'accompagnement du FPI. Ces derniers ont remercié dans la foulée les fonds de promotion de l'industrie et le gouvernement de la République pour son soutien indéfectible dans la réalisation du plan d'industrialisation de la RDC. Il s'y est dénoté que la société MES est présente en République démocratique du Congo depuis près de 30 ans. Elle s'est spécialisée particulièrement dans le secteur minier et agro-industriel. Avec l'aide du Fonds de promotion de l'industrie, elle compte capter les opportunités de croissance, notamment dans les secteurs miniers et agro-industriels où les besoins en état et en matériel se font de plus en plus sentir au vu de la croissance démographique et celle de la consommation. Pas une parcelle sans UDPS pour faire élire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec une majorité écrasante au Parlement 2023. C'est la détermination de membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social de la section de la Monga, la fédération de la FUNA. Le secrétaire général en charge de la mobilisation au niveau de cette fédération a sensibilisé la population. Les détails avec Rodé Panda. Des enjeux en République démocratique du Congo. Les élections aussi bien présidentielles que législatives pointent à l'horizon. Ce faisant, les militantes et militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social affectent les armes pour pouvoir offrir au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, un second mandat dans les conditions requises. C'est aussi un kairos, moment favorable pour pouvoir accorder une majorité parlementaire au président de la République. Voilà qui justifie la campagne de renom massive lancée à Kinshasa par le président de la commission électorale permanente de l'UDPS, Jacques Chabani, au siège de l'UDPS situé à la cité des anciens combattants dans la commune de Ngaliema. L'UDPS se prépare chaque jour pour ce grand rendez-vous de 2023 dans une dizaine de mois. On est confiant et convaincu qu'on fera un sport respectable et honorable pour nous-mêmes. Cette campagne a connu une innovation, une sensibilisation porte à porte, a convié les sympathisants de l'UDPS à suivre de près l'évolution du processus électoral selon le programme proposé par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Nous avons organisé cette activité en présentiel pour que nos combattants comprennent qu'ils doivent se mobiliser, s'organiser, faire le porte-à-porte pour que les membres du parti, nos sympathisants s'enrôlent massivement. Cette campagne fait suite à une circulaire datée du 8 décembre 2022 qui invite les responsables des comités fédéraux et des commissions électorales locales à assurer une sensibilisation de leurs entités respectives. Démarche de soutien et de déclaration en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo, oui, mais l'armée a besoin de moyens financiers. C'est dans ce cadre que la nouvelle génération Tshisekedi vient de lancer une collecte de fonds $1 pour les FARDC, opération qui s'étendra jusqu'au 3 janvier 2023. Regardez. Le message sera total pour la mobilisation et faire adhérer les forces vives. Dans l'UDPS Tshisekedi, le credo stratégique, ce n'est pas une parcelle sans UDPS et pas une parcelle sans Fachi Béton. C'est toute la motivation des dirigeants de la section Mongala dans la commune de Bumbu, fédération de la FUNA, qui ont réuni le week-end la majorité de l'ensemble de la population de cette circonscription électorale pour une matinée de sensibilisation et de présentation des actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un privilège de lui accorder un second mandat en 2023 avec une majorité incontestable au Parlement, a martelé le secrétaire général adjoint en charge de la mobilisation de la circonscription de la FUNA. Ce sera la seule voie pour permettre à Félix Tshisekedi de réaliser sa vision centrée sur le peuple d'abord. Cette fois-ci, sans aucun obstacle, avec des combines comme c'était le cas dans son premier quinquennat. Le slogan « Pas une parcelle sans l'UDPS, pas une parcelle sans Fachi Béton », c'est juste faire un appel à ce qui concerne l'adhésion massive à notre parti UDPS Bart Tshisekedi. Et surtout, nous approchons lentement vers les élections. Nous en avons besoin de plusieurs gens qui puissent venir s'adhérer dans notre parti afin juste de doter à notre président de la République, Fachi Béton, la majorité écrasante
aux élections qui se pointent à l'horizon de 2023. Pour les membres de l'UDPS Tshisekedi, l'élection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023 est sans appel, car ses réalisations et son amour pour le Congo sont très visibles. Même un enfant de la maternelle voit et approuve. Vous avez plutôt suivi la sensibilisation de la Fédération de la Fauna. Je le disais tantôt, soutenir les forces armées avec des moyens financiers, c'est dans ce cadre que la nouvelle génération Tshisekedi vient de lancer une collecte de fonds $1 pour les FARDC, opération qui s'étendra jusqu'au 3 janvier 2023. Images et commentaires. Nombre de Congolais qui se mobilisent pour apporter leur soutien aux forces armées de la République au front et leurs familles. La nouvelle génération Tshisekedi n'est pas en reste. Au cours d'une matinée de réflexion tenue ce samedi à Kinshasa, la NGT a lancé la collecte de fonds et de biens en nature qui pourront sauver tant soit peu les militaires au front et leurs familles. Une collecte lancée simultanément à travers le pays. Nous avons initié l'opération souscription pour la solidarité vis-à-vis de nos vaillants militaires. Raison pour laquelle nous avons lancé officiellement aujourd'hui la souscription de $1 et plus pour nos vaillants militaires. Nous n'avons pas voulu seulement soutenir les FARDC par une simple marche de soutien. Nous n'avons pas seulement voulu faire des déclarations politiques, mais nous avons voulu faire montre de notre générosité, la générosité de tous les cadres de la NGT sur toute l'étendue internationale, afin de contribuer financièrement pour soutenir nos FARDC. Eric Engenjoli, coordonnateur adjoint de la nouvelle génération Tshisekedi, a par la même occasion salué la détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un retour à la paix sur toute l'étendue du territoire national. La collecte sera déposée au chef d'état-major général au mois de janvier prochain. Et ce communiqué nécrologique avant de nous séparer, le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine a la profonde douleur d'annoncer la mort inopinée de l'artiste musicienne Elisabeth Tchalamouana Mouidikai, alias Mamou National, décédée le samedi 10 décembre 2022 à Kinshasa de suite d'une courte maladie. Le gouvernement de la République présente ses condoléances à la famille biologique, artistique, aux opérateurs culturels, aux mélomanes, ainsi qu'à tous les amoureux de la rumba disséminés à travers le monde. Le programme des obsèques sera connu ultérieurement. Fait à Kinshasa le 12 décembre 2022, Katungu Fura Catherine, ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. Mesdames, Messieurs, c'en est fini pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout de rester branchés sur le programme de la radio-télévision nationale congolaise. Abonnez-vous sur Pifo Télévision, vous informer sur notre devoir.